en faisant ça, forcément, ça va attiser la haine envers les personnes transgenres. Je ne sais pas ce qu'elle pense des personnes transgenres, mais si elle a mis ça, c'est qu'elle ne doit pas non plus être bien d'accord. Parce qu'on est une société hyper moderne, hyper évoluée. On apporte maintenant beaucoup d'importance à la santé mentale et l'état psychique des gens. Et une personne qui n'est pas née dans le beau corps, elle y est pour rien. C'est pas un choix de vie. Hein. On n'a pas choisi d'avoir une vie aussi compliquée. On aurait aimé être née femme, comme plein d'autres femmes normales. Bah, elle ne le disait pas, Auriel, qu'elle était trans au début. Voilà. Elle a vraiment fait son coming out à la télé. Ah bah oui. Moi, je me rappelle à l'époque, quand elle n'avait pas fait la télé, avant qu'elle soit connue, on va dire, on faisait des lives sur TikTok ensemble et elle me disait non, non, moi, tu dis pas que je suis trans, les abonnés, s'ils disent des trucs. Donc avant, elle assumait absolument pas. Et il me dit ah bon, mais c'est quoi bah, je lui dis bah voilà, j'ai pas toujours été comme ça, je suis né petit garçon, j'étais très malheureuse, donc j'ai entamé un long parcours qui n'est pas fini d'ailleurs parce que voilà, je vais faire des opérations. Et là, de suite, il me dit mais là, t'as quoi dans la culotte? Lui aussi, il avait très peur au début parce qu'en fait, il avait peur que les gens le prennent pour un gay. D'accord. Et il voulait pas, enfin voilà, moi, il me voit comme une femme. On a une vie de couple totalement normale, j'ai envie de dire. Voilà, pour lui, il n'est pas du tout gay. Il n'a pas envie que les gens le prennent pour un gay parce que je suis né garçon, quoi. Nina, je suis ravi de t'accueillir en interview en toute intimité. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Bah oui, depuis le temps qu'on est en contact pour que tu puisses t'asseoir dans ce fameux fauteuil pour répondre à toutes mes questions, je suis ravi. Nina, tu as près de 350 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu partages ton parcours, les étapes de ta transition passée, tu communiques tes conseils. Je trouve que tes réseaux sociaux, au travers de tes réseaux sociaux, tu es dans une véritable démarche pédagogique auprès de tes abonnés. C'est même très bien rangé, très bien classé. Vous allez voir, on va en parler. Et puis alors, dernièrement, tu as fait le buzz malgré toi au travers d'une jeune femme politique qui s'appelle Marion Maréchal Le Pen, qui a rejoint le parti de Zemmour, le parti Reconquête, qui a repris une de tes vidéos dans laquelle tu parles de ta transition, de tes étapes, des Exactement. opérations, des remboursements que tu as pu avoir ou autre, justement dans un but pédagogique. Et Marion Maréchal Le Pen a écrit en légende les impôts des Français doivent-ils servir à financer les opérations esthétiques de changement de sexe qui coûtent des fortunes alors que de nombreux soins essentiels ne sont plus remboursés? Tu t'es faite laminer dans les commentaires de son propre compte Instagram. Ce sont des commentaires terribles qu'on peut lire en dessous du post de Marion Maréchal Le Pen. Tu pourras répondre à Marion Maréchal Le Pen également aux commentaires. Mais dans un premier temps, Nina, je te propose de nous parler de toi, de nous partager des bouts de toi. Qui tu es, d'où tu viens, comment tu vois l'enfance que tu as vécue. Eh bah, je m'appelle Nina, je suis née à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, donc dans le 38, dans la Cambrousse clairement. Voilà, je viens de l'Isère, un petit village là-bas. Comment je vois mon enfance? Bah, déjà, j'étais un petit garçon parce que oui, je suis né garçon, c'est plus une surprise maintenant, je suis une femme trans. Et bah, j'étais un petit garçon, on va dire, assez voilà, joyeux, très efféminé, en grandissant, qui a vite compris qu'il n'était pas gay, mais plutôt une femme. Ça veut dire qu'au départ, tu pensais que tu étais gay? Toujours. Mais en fait, c'est quand j'ai compris que je n'étais pas gay que je me suis dit, oulala, mon coco, il va falloir que tu te remettes en question, qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que j'avais cette attirance directe envers les garçons, mais je m'assumais pas, enfin, j'étais pas gay quoi. Donc, De quel âge à quel âge, Nina, tu pensais que tu étais gay? bah, je dirais, j'ai commencé vraiment à être attiré vers les garçons à l'adolescence, hein, voilà, quand on se cherche, quand on est en âge de voilà, la puberté. Et bah, je dirais jusqu'à. Je me suis longtemps cherché, questionné, ouais, je dirais jusqu'à peut-être ma majorité. Ok, donc c'est vers 18 ans que tu commences à réaliser que tu n'es pas gay. Tu réalises quoi? Ouais, même avant, je dirais même 15 16 ans. Tu réalises quoi justement à cet âge-là? Bah, je réalise qu'en fait, bah, c'est pas du tout. Le problème, c'était pas du tout mon orientation sexuelle, mais plus mon identité, la personne que j'étais. Voilà, quand j'étais avec des filles, je voulais être comme elles. Ce que je ressentais, je voulais me maquiller, être féminine. Mais voilà, c'est sûr, quand on a 15 ans, on n'a pas la même maturité, on n'a pas
on n'a pas les mêmes épaules pour supporter ça, voilà, dans la société. Voilà, c'est quand on comprend ça qu'après, on se remet en question, quoi. Tu le supportais comment, justement, d'avoir ces pensées qui te traversaient de façon de plus en plus insistante et qui étaient à contre-courant de la société dans laquelle on t'éduque? Bah, en soi, voilà, j'étais efféminé. C'est vrai qu'au collège, bon, bah oui, on se moquait de moi, on disait ah, la tarlouse. Mais après, moi, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui apporte de l'importance à l'incompréhension des gens. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvé dans mon parcours de vie. J'ai pas de souvenir vraiment de d'harcèlement ou de, ça serait vraiment mentir. Après, oui, il y avait toujours des moqueries parce que voilà, les enfants, c'est terrible. Mais au contraire, je pense que je me suis toujours entouré de personnes bienveillantes. À chaque étape de ma vie, je prenais toujours des repères quelque part pour vraiment avoir un soutien et voilà, former ma carapace. Est-ce que tu t'en voulais parfois d'avoir ces pensées-là, Euh, Ces pensées, c'est-à-dire? de te dire je suis une femme en fait, mais pourtant à ce moment-là, tu es dans le corps d'un garçon? Non, je m'en voulais pas, mais je comprenais pas. Je disais, mais comment je vais faire? Et puis, en fait, je pensais souvent à ça, mais sans vraiment, véritablement savoir que, bah déjà, qu'est-ce qu'était une personne trans, qu'on pouvait changer de sexe. C'est bien après que j'ai compris en rencontrant une femme trans d'ailleurs, qui est d'ailleurs aujourd'hui une amie. Bah, en fait, j'ai mis le point sur vraiment mon problème, quoi, on va dire. Tu avais des modèles petites, tu avais des Ah bah, références, ma mère, ma sœur. tu pouvais t'appuyer, alors bien sûr sur des femmes, mais aussi sur des femmes transgenres. Non. Non, parce que moi, c'est très tard que j'ai rencontré la première femme trans que j'ai vue, qui est d'ailleurs aujourd'hui mon amie. C'est beaucoup très tard. Je venais juste d'avoir 18 ans, il me semble. Et tu nommes ta mère, tu nommes ta sœur, ça veut dire Mhm. qu'elles étaient présentes pour toi. Tu partageais le questionnement que tu pouvais avoir. Alors, présente, oui et non, parce que j'ai une enfance assez compliquée dans le sens où j'ai pas grandi avec eux. Mais oui, enfin, je veux dire, voilà, ma sœur et ma mère, c'est vraiment des femmes hyper belles, avec une force de caractère. Oui, c'était des modèles, vraiment, on va dire. Pourquoi t'as pas grandi avec ta mère, avec ta sœur? Bah, il y a eu un divorce très compliqué avec mes parents. On a été un peu tous séparés, les frères et sœurs. Et moi, j'ai grandi en foyer de mes 9 ans à mes 18 ans. Donc, euh, donc c'était assez compliqué parce que du coup, voilà, relation familiale compliquée. Donc du coup, bah, moi, j'étais tout le temps au foyer. Le week-end, je rentrais chez mon père. J'ai pas vu ma mère pendant très longtemps. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la première fois que j'en parle de ça d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que aussi de ce point de vue-là, on peut avoir eu une enfance un peu difficile et un parcours de vie un peu pas simple, quoi, manquer d'amour, tout ça. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même réussi, T'es je équilibré, suis équilibré, je suis stable. Donc, je trouvais que c'était aussi important de bien sûr. partager ça. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à être en foyer de 9 à 18 ans? C'est des problèmes familiaux. Après, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour pas mettre des gens de ma famille en porte-à-faux ou quoi. Mais puis, c'est pas très important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je m'en suis sorti et que c'est, c'était une période de ma vie difficile parce que voilà, je me suis senti un peu abandonné j'ai beaucoup manqué d'amour. Mais comme je te disais tout à l'heure, ce qui m'a sauvé, c'est qu'à chaque fois, je réussissais à trouver des repères, que ça soit à l'école, dans mon collège, à mon centre aéré. À chaque fois, je trouvais des personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui parce que moi, je suis quelqu'un de hyper reconnaissante et très fidèle. Voilà, Je peux te demander quel type d'amour t'as manqué? De quel amour t'as manqué? bah, je pense que j'ai manqué l'amour de mes parents, l'amour maternel, et puis aussi de mes frères et sœurs, parce que vu que moi je suis la dernière en plus de la famille. Donc moi, bah, à l'époque déjà mes parents ils ont divorcé, j'avais 4 ans. Mon grand frère il en avait déjà pratiquement 18. Donc même ma fratrie, c'est-à-dire que voilà, après chacun, eux ils étaient grands, donc ils faisaient sa vie, moi j'étais au foyer, ils pensaient pas forcément à moi, mais après je peux pas leur en vouloir non plus parce que ils avaient aussi leur vie, leur souffrance par rapport à la situation familiale. Donc j'ai manqué un peu d'amour de ma famille en général, mais je la comblais ailleurs, quoi.
Ça t'a laissé des séquelles ou pas, ce manque d'amour, ou tu as réussi Ah oui, justement à le combler? ah bah non, ça m'a laissé des séquelles. Alors d'aujourd'hui, je suis une personne je suis hyper sensible dans mes relations, que ça soit amoureuse ou amicale. Je suis tout le temps dans l'excès, je suis tout le temps dans le trop. Je vais pas dire que j'étouffe les gens, mais j'ai tout le temps d'avoir ce besoin de. T'as peur de perdre les gens que t'aimes? Ah oui, j'ai peur Mm. d'être seul, c'est ma phobie. Mais Ça se manifeste par un peu de jalousie, de possessivité, oui aussi, ouais, ouais. Mais, non, mais voilà. mais tu le sais, Mais je sais, bien t'en sûr. as conscience. Ah oui, j'en ai conscience totalement. C'est important, ça te permet de De toute travailler en façon, fait dessus. l'enfant qu'on a été, forcément, c'est l'adulte qu'on sera demain. Ah, Donc complètement. voilà. Mais je trouve que je m'en suis quand même bien sorti. Même nos actions actuelles, ce qu'on fait Exactement. maintenant, c'est la personne que nous serons aussi dans quelques années Exactement. et demain. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ce qu'on fait dans le présent. Mhm. J'aimerais te montrer une vidéo et pour le coup, toi, je suis persuadé que tu as eu conscience, pleine conscience au moment où tu l'as postée, même si elle a été un peu critiquée, même beaucoup, vivement critiquée, cette vidéo, par des personnes, comme on dit, de ta communauté, de la communauté transgenre. Dans cette vidéo, tu montres, tu parles, tu commentes ton évolution. Regarde. Donc ça, c'est moi quand j'étais petite. Bah, du coup, petit pour le coup. Voilà, là j'étais en primaire, je crois. C'était pour une photo de classe, MDR. Donc voilà, quand j'étais petite. Ça, c'était moi un peu plus jeune pendant l'adolescence. Voilà, on commençait un peu à mettre du rose, on commençait un peu à se chercher. Donc voilà, là, je pense que j'étais au collège. Ça, c'était moi un tout petit peu avant ma transition. Donc vous voyez, je me maquillais, je faisais le teint, je me faisais les sourcils et je commençais à me laisser pousser le dessus des cheveux. Ça, c'était moi donc pendant ma transition au tout début. Donc vous voyez, je commençais à laisser pousser mes cheveux, je me maquillais et voilà, je commençais à être un peu plus féminine. Et voilà, 7 ans après, après une féminisation faciale, une augmentation mammaire et un changement de sexe, me voilà. Nina est née. Alors ça, il y a énormément de femmes transgenres qui supportent pas, Mm. qui n'acceptent pas. Mm. Pourquoi? Pourquoi elles n'acceptent pas? Bah, je pense qu'on a tous, on a tous sa vision des choses par rapport à son opinion, par rapport à son passé, on va dire. Dans le sens où bah, y en a qui acceptent plus que d'autres, il y en a qu'elles renient carrément. Mais ça, c'est chacun prend le recul qu'il veut, on ne peut pas forcément juger. Moi, je sais que j'ai cette capacité à vraiment assumer mon avant et parler de moi avant. Enfin, c'est pas. C'est pas tabou pour Bah, toi, c'est moi en fait. mais ça peut Enfin, l'être pour certaines femmes transgenres. oui, et je peux le comprendre Et d'ailleurs. peut-être qu'implicitement, inconsciemment, tu les renvoies à une Exactement. peur Exactement. qu'elles ont et à quelque chose qu'elles ne souhaitent pas montrer. Ça, je peux aussi le comprendre, mais après, elles peuvent pas m'en vouloir que moi, je l'assume, que je veux en parler. Et puis, même s'il y en a qui ne l'assument pas, le fait que moi, je le fais comme ça permet à beaucoup de s'assumer et de les aider aussi. À quel âge, Nina, tu es sûre de tes choix? À quel âge, Nina, tu démarres ta transition? À quel âge tu le partages avec les personnes qui t'ont mis au monde, avec tes parents, avec ta famille? J'ai commencé réellement en 2017, donc je devais avoir 18 ou 19 ans. C'était pas une grande surprise hein, parce que ils ont vu qu'en grandissant, voilà, j'ai fait les choses par étapes quoi. Donc ils savaient que j'étais attirée par les garçons. Après j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Voilà, j'étais de plus en plus féminine. J'avais après un look un peu androgyne. Et après, quand j'ai dit que voilà, j'allais entamer, je m'étais inscrite à l'hôpital dans le parcours public pour entamer une démarche de changement de sexe. C'était pas une réelle surprise. C'était pas ah bon et tout. Bon, après, ça a été difficile au début parce que forcément, ils se préparaient à un mini deuil, forcément. Mais c'était pas une réelle surprise. Moi, par rapport à ça, j'ai eu énormément de chance quand même. Tu t'es donc sentie soutenue, accompagnée? Oui, ça a été compliqué au début pour mes parents parce que même s'ils le savaient, qu'ils avaient des doutes, quand c'est le moment, Oui. forcément, voilà. Mais non, j'ai pas été rejetée en tout cas. Qu'est-ce que c'est le parcours public? Je t'entends parler du parcours public que tu as entamé, auquel tu t'étais inscrite. Alors le parcours public, c'est en fait c'est un espèce de groupe de médecins qui se regroupent autour de la transidentité. Et en fait, il y a différents médecins. C'est un peu comme le jeu de loi en fait. On va s'inscrire sur la liste d'attente. On a rendez-vous au début avec les psychiatres, les psychologues. On a différents rendez-vous espacés de plusieurs mois. Très chiant, très long. Mais d'un côté, avec le recul maintenant et la maturité,
Nécessaire? Je me dis que c'est vraiment nécessaire. Parce que y en a par exemple entre 2 rendez-vous de psy, elles se disent ouais vas-y c'est trop long, je m'en fous. Alors qu'en vrai quand on a vraiment ça au fond de soi et que c'est un réel mal-être, on va jusqu'au bout. Donc voilà, donc il y a tous les le parcours psychiatrique et psychologique. Et une fois que ça s'est passé en commission, que les psychiatres ont parlé avec les chirurgiens, voilà, moi elle m'a dit ça, si, ça, on doit faire un mémoire de 10 pages. Et après, si c'est accepté en commission, là on peut commencer les hormones et les opérations. Et encore les opérations c'est pareil, c'est que après 2 ans minimum de traitement hormonal. Et quand tu dis, donc j'étais sur liste d'attente au niveau des hôpitaux dans un parcours public, ça veut dire que donc c'est pris en charge par la sécurité sociale. Exact. Alors, c'est pris en charge si on fait le parcours public. Si tu décides de ne pas faire le parcours public, tout est à ta charge. Exactement. Sinon, parce qu'en fait, pour faire le parcours public, il faut suivre le protocole psychiatrique et psychologique. D'ailleurs, qui, je crois, n'est même plus d'actualité aujourd'hui. Alors, je trouve ça un peu scandaleux, mais... Qu'est-ce qui est pris en charge par la sécurité sociale en France dans une transition? Toutes les opérations qui touchent à féminiser. C'est-à-dire la poitrine, parce que forcément, un homme ne naît pas avec des seins. Les hormones, ça va vachement aider parce qu'il y a la glande mammaire qui va se développer, qui va pousser, mais on ne va jamais être sur un vrai bonnet qu'une femme cisgenre peut avoir quand elle naît, quoi. Donc une femme cisgenre, c'est une femme qui est née femme. Exactement. Avec l'attribut femme à la naissance. Exactement, et qui se sent très bien comme ça. Tout à fait. Même s'il y a des femmes qui naissent avec des petites poitrines, elles sont nées femmes, elles n'ont pas cette souffrance d'être nées dans le mauvais corps. Et d'ailleurs, une femme qui est née avec une toute petite poitrine, si ça la gêne, si elle souhaite faire une opération, ça peut être pris en charge par la sécurité sociale, bien sûr. Exactement. Parce que c'est considéré comme de la réparation. Exactement. Et donc du coup, donc, il y a la poitrine, il y a tout ce qui est, on appelle ça la féminisation faciale. Donc la féminisation faciale, c'est vraiment, on va venir gommer tous les traits masculins du visage pour féminiser. Donc moi par exemple, là j'ai une cicatrice qui fait tout le long du front. Généralement, on ouvre le front, on rabat la peau et en fait, on va venir s'attaquer au squelette. D'accord, c'est-à-dire qu'ils vont quelque part raboter, te façonner, voilà, te limer. Ils rabotent un peu tous les angles, les bosses, les arcades sourcilières pour vraiment venir adoucir le visage. Ça doit être long, les convalescences. Le rendre plus féminin. Venir faire le nez, donc j'ai fait aussi le nez. Le nez d'ailleurs qui ne rentre pas en compte dans la féminisation faciale. Le nez, c'est à la charge. À part si on a une déviance, mais généralement c'est très rare. Et après, bien évidemment, le changement de sexe. D'accord. Voilà. Est-ce que tu sais pour combien en euros ça représente toutes ces opérations qui ont servi à ta transition prises en charge par la sécurité sociale? Je dirais aux alentours des 30 000 euros. Aux alentours des 30 000 euros. Je te propose maintenant de regarder un post de Marion Maréchal Le Pen, qui a rejoint le parti d'Éric Zemmour, donc le parti Reconquête. Elle s'est servie de ta vidéo et elle a mis la légende suivante: les impôts des Français doivent-ils servir à financer les opérations esthétiques de changement de sexe qui coûtent des fortunes alors que de nombreux soins essentiels ne sont plus remboursés? Voilà le post en question, Nina. Combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on ne dit pas transformation, généralement on dit transition. Alors j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4 000 euros. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6 000 euros. J'ai fait aussi la poitrine, 5 000 euros. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer à un pénis, à un vagin. Ça coûte dans les 20 000 euros. Donc, ce qui fait un total environ de 35 000 euros. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 euros, j'ai payé que 4 000 euros, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Chaque personne trans fait les opérations qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Donc ça, c'est ta story qui a été reprise par Marion Maréchal Le Pen. Ma vidéo TikTok. Ta vidéo TikTok, voilà, elle l'a reprise sur son compte Instagram avec la légende que j'ai lue tout à l'heure où elle se questionne sur les impôts des Français. Elle vise donc directement
toi et la communauté transgenre, en tout cas le parcours de femmes ou d'hommes transgenres dans l'Hexagone. Première question, elle est très simple, Nina. Les commentaires sont affreux, hein, par centaines sous la publication de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen contribue à ce que tu te fasses harceler digitalement aujourd'hui? Bah, je sais pas si son post était vraiment visé contre moi dans le sens où elle m'a pas identifié tout ça. Donc je sais pas si vraiment. Bah, en tout cas, C'est toi qu'on voit. c'est moi qu'on voit. Et oui, faire un post comme ça, forcément, même si c'était peut-être pas son but que je me fasse harceler, mais je vais me faire harceler. Parce qu'on sait très bien maintenant que les réseaux sociaux, bah, c'est terrible, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est le tribunal. Donc oui, forcément, ça va y engendrer. Mais après, je trouve qu'en fait, parler de ça, c'est. En fait, le combat, il est pas là. Le problème, c'est pas les personnes transgenres. Le problème, c'est pourquoi il y a des maladies ou des pathologies qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. C'est là où vraiment les personnes comme elle ou d'autres qui pensent ça devraient se questionner. Puis en plus, elle travaille, enfin je ne sais pas ce qu'elle fait dans la politique exactement, mais elle doit avoir certains contacts. Elle devrait clairement passer directement par la sécurité sociale pour dire pourquoi il y a telles maladies qui ne sont pas prises en charge. Enfin, il ne faut pas pointer du doigt les personnes transgenres en fait. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle essaie de mettre en lumière des problèmes en France sur des maladies qui ne sont pas prises en charge, Voilà. mal prises en charge, plus prises en charge, Voilà. en essayant quelque part de descendre les prises en charge pour les personnes transgenres, c'est ça? Exactement. Bah, après, je pense que en faisant ça, forcément, ça va attiser la haine envers les personnes transgenres. Je ne sais pas ce qu'elle pense des personnes transgenres, mais si elle a mis ça, c'est qu'elle ne doit pas non plus être bien d'accord. Est-ce que le parti Reconquête d'Éric Zemmour, est-ce que Marion Maréchal Le Pen, selon toi, veut contribuer à protéger les femmes transgenres, les hommes transgenres en France? Bah, protéger, enfin, en tout cas, ça, À accompagner? bah, je pense pas. Après, je m'y connais pas, je suis pas hyper calé en politique, mais je pense pas, vu les partis qu'ils ont et leurs opinions et leurs idées, non, clairement, je pense pas. Je pense pas que c'est un parti politique qui encourage et soutienne les LGBT. Enfin, c'est connu, quoi, c'est pas un scoop. Mais après, c'est encore une fois, je trouve qu'on pointe du doigt comment on dit, Une cause? une cause qui, en fin de compte, n'est pas. Enfin, le vrai problème, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est nécessaire? Les personnes transgenres, elles représentent. C'est un grain de sable dans le désert, enfin, dans la France, par rapport à toutes les autres personnes qui ont des ALD 31 et qui sont remboursées. Enfin, maintenant, pour avoir la carte handicapée, il ne faut pas réellement être handicapé pour l'avoir, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a plein d'autres problèmes aussi. Enfin, je trouve ça dommage, vraiment. Est-ce que les personnes transgenres en France doivent voir leurs opérations de chirurgie esthétique être prises en charge par la sécurité sociale Oui. au travers d'un parcours public pour toi, Nina? Concrètement, oui. Pourquoi l'État doit être là pour les personnes transgenres selon toi? Parce qu'on est une société hyper moderne, hyper évoluée. On apporte maintenant beaucoup d'importance à la santé mentale et l'état psychique des gens. Et une personne qui n'est pas née dans le beau corps, elle y est pour rien. C'est pas un choix de vie, hein. Nous, on n'a pas choisi d'avoir une vie aussi compliquée. On aurait aimé être née femme, comme plein d'autres femmes normales. Mais oui, clairement, oui. C'est moi qui qui est passé par le parcours public, qui ai fait tout le parcours psychiatrique, psychologique, qui est du coup, bah, j'étais pas hormoné, donc le temps que le temps passait, bah, moi je vivais en société, les gens me voyaient un peu androgyne, donc il y a eu des moqueries, il y a eu voilà, j'ai mal vécu le début de ma transition, on va dire. Pour moi, le fait que la sécurité sociale rembourse ces opérations, c'est limite une récompense dans le sens où bah, tu as patienté tout ce temps, tu as fait ce qu'il fallait faire, on sent que psychologiquement tu es apte et stable, et bah, tu auras tes opérations remboursées. Et clairement, je pense que c'est un peu comme ça c'est un peu pour ça que c'est remboursé. Parce que pourquoi sinon ça serait remboursé? Parce que selon eux, tu l'as choisi en fait. Je me fais l'avocat du diable. Selon eux, tu choisis ce parcours, tu choisis de ne pas vouloir rester dans le corps qui t'a été attribué à la naissance. Bah, c'est pas réellement un choix, mais... Après, la question qu'on peut se poser, c'est qui choisit réellement quoi Mhm. au final en arrivant au monde? Est-ce qu'on oui. choisit d'avoir du cholestérol? Bah Est-ce non. qu'on choisit d'avoir du diabète? Est-ce qu'on choisit d'avoir telle maladie? Est-ce qu'on Exactement. choisit de ne pas se sentir dans le bon corps? Exactement. Est-ce qu'on choisit son orientation? Exactement. Et puis Est-ce qu'on surtout, choisit d'être con aussi? oui, voilà, ça surtout. Mais surtout, il ne faut pas faire une hiérarchisation des souffrances.
Enfin, on est dans une société moderne, tout le monde a le droit aux soins, tout le monde a le droit à être compris et comprise. Les personnes transgenres, c'est pas moins important qu'une personne qui va être obèse et qui va faire une sleeve et qui va être remboursée. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie derrière ça. C'est dans le sens que les opérations, elles sont souvent esthétiques. Donc je pense qu'il y a aussi une jalousie vis-à-vis que ouais, bah regarde, elle a tout eu remboursé, maintenant c'est une bombe ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est compliqué. Alors, il y a beaucoup de commentaires sous ce post de Marion Maréchal Le Pen. Et alors, il y en a un, on entend ce mot fusé de partout depuis des mois. Tu veux que je te dise, Nina, Ouais, je vais vas-y. m'inclure, hein, Mhm. on est des wokistes. Ouais, On est des wok. ouais, on est Voilà. des woke. Il y a un commentaire qui dit on voit les priorités d'un gouvernement wokiste. Mm. Qu'est-ce que c'est wokiste pour toi? Franchement, bah, ça doit être un peu. Non, je sais pas. Ok. Je sais pas réellement, je veux pas m'aventurer là-dedans, mais je veux bien que tu me Alors, mettes à la page. wokiste, le mouvement wokiste, initialement, il vient du mouvement Black Lives Matter. Tu sais Ok. qu'il y a eu aux Oui, États-Unis, quand il y a un le homme, monsieur qui s'est fait tuer par la police. là. voilà, qui s'est fait tuer, Étouffé. étouffé, tout à fait par la police, alors qu'il demandait tout simplement à respirer. Par la suite, il y a eu des manifestations qui utilisaient le mot walk, c'est-à-dire nous resterons, we stay walk, nous resterons éveillés. Walk, ça veut dire être éveillé. Ben, c'est plutôt cool d'être éveillé, en fait, je trouve, plutôt que fermé. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et si tu veux, maintenant, quand dans un Disney, bah, la petite sirène, elle est, dans l'adaptation, elle est noire, ils estiment que ça, ce sont les wokistes, que c'est une pensée wokiste. Ok. Quand, par exemple, on va vouloir inclure, faire des choses pour la communauté LGBT, C'est un pour gouvernement. limiter l'intolérance en fonction de la couleur de peau ou autre, on est des wokistes. Mm. Donc, en gros, moi, je vais vous le dire, j'ai le droit, c'est ma liberté d'expression aussi. Toutes les personnes qui crient au scandale wokiste sont les personnes les plus racistes, les plus radicales, les plus intolérantes qui existent sur cette terre. Ils ont voulu en fait trouver un mot pour cataloguer, catégoriser un mouvement de pensée éveillé. Voilà. Oui, Voilà. ouvert d'esprit, quoi. Oui, si tu n'as pas envie de contribuer à la souffrance animale, tu es un wokiste aussi. Mm. Voilà. En gros, tout ce qui n'est pas la culture de la torture, des traditions, des femmes qui restent à la maison, je fais simpliste volontairement, je vais me faire défoncer, je le sais, c'est pas grave, et ben on est des wokistes. Ouais. On est des wok. Mm. C'est pas grave. On est des wok. C'est génial d'être un wok. Ouais, grave. Tu comprends mieux? Complètement. Là, je comprends tout à fait, ouais. Voilà, et c'est mon explication, d'accord? Peut-être que d'autres auront d'autres explications, c'est la mienne que je te partage, Nina. Il y a d'autres commentaires, je vais te permettre de réagir, qui disent « C'est à vomir quand on sait que des gens qui ont des traitements à vie pour une maladie qu'ils n'ont pas choisie doivent payer seuls leur traitement, sans parler des frais médicaux de base très peu remboursés pour les honnêtes gens qui travaillent et payent une mutuelle, lunettes, soins dentaires, appareils auditifs et j'en passe. C'est vraiment scandaleux. À quand le changement pour tout ça ?» Bah, comme je te disais tout à l'heure, déjà, c'est son commentaire qui est à vomir, c'est pas moi. Et encore une fois, moi, j'y suis absolument pour rien qu'il y a des pathologies qui ne sont pas remboursées. Voilà, c'est la sécurité sociale qu'il faut viser et pas les personnes trans, encore une fois. Et puis, encore une fois, les personnes trans représentent absolument rien dans la population française. Enfin, le trou de la sécurité sociale, il ne vient pas des personnes transgenres. Il vient, alors, effectivement, il doit sûrement avoir des abus ou des décisions qui sont mal prises par rapport aux lunettes, aux dents, enfin je ne sais pas trop ce qu'il raconte, mais encore une fois, enfin, c'est pas les personnes visées sont pas les bonnes, quoi. Il y a un autre commentaire, alors là, pour le coup, là, que je trouve, mais c'est au ras des pâquerettes, et il ressemble toujours autant à un trans. Je suis gay et je trouve ce genre de phénomène insupportable. Jeanne, au secours! Oh, bah, Mieux vaut en rire. oui, non mais moi j'en rigole. Bah, je ressemble toujours à un trans. Bah écoute, effectivement, je suis une femme transgenre, donc merci. Et après, en plus, il est gay, donc c'est un peu honteux quand même parce qu'il fait partie de la même communauté et puis il s'attaque comme ça. Peut-être qu'il voulait changer de sexe, mais il n'a pas osé, donc il est un peu énervé. En parlant justement de sexe, tu fais beaucoup de pédagogie sur tes réseaux sociaux et je trouve que ces deux mots sont très importants, sexe et pédagogie, parce que ça, c'est pas opposé, bien au contraire. Et j'aimerais te montrer une vidéo. Tu réponds à une question que soit personne n'y a jamais pensé, soit beaucoup se la sont posée. Ça concerne l'hygiène d'un vagin après avoir fait une vaginoplastie. Regarde.
moi j'ai acheté ça et c'est vraiment génial. Je l'avais montré à mon chirurgien, il m'a dit que c'était top. Donc en fait, c'est un embout, on va appeler ça comme ça. En fait, c'est un embout à fixer sur le pommeau de douche. Donc je vais vous montrer. En fait, vous voyez, ça c'est vissé comme ça. Donc vous le dévissez et vous venez prendre votre embout de lavement vaginal. Vous venez visser et vous voyez, ça se présente comme ça. Et après, vous le rentrez à l'intérieur de la cabine, vous allumez l'eau et avec la pression, en fait, ça va venir nettoyer à l'intérieur. Alors attention, je reprécise que ça, c'est une technique à utiliser seulement pour les femmes trans. Tu fais bien de le préciser. Tu mets des red flags partout. Ah oui, oui. T'as Je me raison. protège à chaque fois et malgré que je me protège, il y a toujours plein de commentaires. Ah non, mais vous pouvez pas faire ça, sinon vous allez avoir une mycose. Mais ça, c'est important pour toi d'expliquer les différentes étapes. Moi, ça, je savais oui. pas. Ah tu bah vois. oui, c'est pour ça que mon compte a aussi bien marché et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, entre guillemets, dans le sens où, parce que je suis la première à faire ça en fait. Il n'y a personne d'autre qui rentre. En fait, moi, ma phrase de TikTok, c'est « je suis transparente avec vous ». Un petit jeu de mots sympathique. Sympa. Mais dans le sens où c'est exactement ça, je suis transparente, je suis authentique et j'aborde tous les sujets sans tabou. Bon, bien évidemment, il y a des limites, mais je veux dire, pour moi, c'est important de parler de tout sans rentrer dans le too much et dans la vulgarité ou tout ça, mais en expliquant toutes les étapes. Je trouve ça hyper important. Et puis, comme tu dis, il y a des gens, voilà, toi, tu ne savais pas. Et puis, il y a plein de gens hétéros qui sont rien à voir dans la communauté ou quoi que ce soit et qui me suivent parce que justement, ils apprennent plein de choses. Et c'était mon but d'ailleurs sur TikTok et c'est réussi quoi parce que voilà, j'éduque plein de gens sur le sujet entre guillemets. Tu connais Ouriel Oui, bien de sûr. Frenchy Shore? Oui. Tu la connais depuis quand? On a commencé notre transition à peu près en même temps. Ah, mais vous vous connaissez donc bien avant que tu sois Ah sur les oui. réseaux et qu'avant qu'elle fasse Frenchy? Ah mais complètement. Ok. Complètement, bien sûr. Ça t'a fait quoi de la voir dans Frenchy Shore? Bon, ça m'a pas étonné. Connaissant le phénomène, ça m'a pas étonné. Oui, oui, bien sûr, je la connais. On est de Lyon, on était de Lyon nous deux. C'est vrai. Donc oui, oui. T'aurais pas pu, toi, faire Frenchy. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. C'est impensable. Impensable. Et alors, j'ai reçu Auriel aussi Oui, en j'ai vu. interview, voilà, super interview. Mm. Et elle m'expliquait dedans que, voilà, au départ, c'était difficile aussi pour elle. Elle avait un petit blocage où elle avait du mal à parler aux garçons, à expliquer aux garçons. Elle avait peur aussi parfois des réactions. Elle le disait pas, Auriel, qu'elle était trans au début. Voilà. Elle a vraiment fait son coming out à la télé. Ah bah oui. Moi, je me rappelle à l'époque, quand elle n'avait pas fait la télé, avant qu'elle soit connue, on va dire, on faisait des lives sur TikTok ensemble et elle me disait non, non, moi, tu dis pas que je suis trans, les abonnés, s'ils disent des trucs. Donc avant, elle assumait absolument pas. Et pour le coup, oui, ça a été une grosse page Mm. qu'elle a tournée en participant à Frenchy Shore. Et en rigolant dans l'interview qu'on a partagée, elle disait oh bah certainement qu'il y a un garçon ou deux qui a dû apprendre Ouais. le poteau rose en regardant l'émission. Voilà. Et par la suite, elle a vécu une polémique juste incroyable sur les réseaux sociaux qui lui a fait beaucoup de mal, où beaucoup l'accusaient d'être en réalité un violeur. Je ne sais pas si tu as vu. J'aimerais te montrer l'extrait et je te permets de réagir juste après. Et en fait, French Shore, c'était un peu le moment, je dis bon bah c'est là, donc ça va se savoir publiquement là, donc il y a beaucoup de garçons qui l'ont certainement pris comme ça. Et c'est vrai, quand tu dis beaucoup de garçons, c'est beaucoup de garçons avec qui tu as eu des relations? Oui, beaucoup de garçons qui m'ont sauté, ouais. Oui, il y en a un bon nombre qui ont connu mon petit nénuphar et je peux te dire que beaucoup n'étaient pas au courant qu'il a coûté 25 000 €. Hein. Je te le dis. T'as eu peur de recevoir des messages? Ouais, je me suis dit, je vais me faire tuer. Ouais, je me suis dit à un moment, mon Dieu. Ouais, T'en as reçu? Non, pas pour l'instant. Je sais pas s'ils sont tombés sur l'émission, mais Des hommes donc, qui se disent hétéros, cisgenres sur les réseaux ont vivement critiqué de façon même très véhémente parfois les propos d'Auriel en disant mais c'est en fait inacceptable d'avoir menti sur qui tu étais, c'est-à-dire qu'en fait c'est une tromperie, c'est-à-dire que moi je pense coucher avec une femme de naissance et je la prends derrière, ils ont assimilé ça à du... Après, moi, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet parce qu'on m'a déjà demandé sur TikTok qu'est-ce que tu penses des personnes trans qui n'en parlent pas à leur partenaire. Est-ce que toi, tu l'as déjà fait et tout? Moi, c'est vrai que je suis pas pour. Alors, de là à dire que de parler de viol, je trouve ça vraiment hard et ça n'a rien à voir. Mais par contre, moi, je pars du principe que il faut. Moi, pour ma part, je ne l'ai jamais fait et je ne l'aurais jamais fait parce qu'avant, de toute façon, Jérémy, c'est mon premier, donc je n'avais pas l'occasion de le faire. Mais je trouve que c'est pas très honnête et c'est surtout se mettre en danger. Vraiment, pour le coup.
de faire des choses comme ça. Parce qu'après, si la personne, elle s'en rend compte plus tard, bah, on peut avoir des... Voilà, on vit dans une société, c'est pas tout beau, tout rose. Et moi, je pars du principe que, oui, pour moi, c'est important déjà que la personne, elle sache la personne que je suis. Donc moi, je suis pas pour ça, de le cacher et de ne pas le dire. Mais après, encore une fois, c'est mon opinion et je peux comprendre qu'il y a des personnes transgenres qui veulent absolument voilà, passer l'éponge. Non, non, il ne doit pas savoir. Maintenant, ça ne se voit plus, je suis opéré et tout ça. C'est son choix, elle l'assume, c'est très bien. Elle n'a pas eu de répercussions, bon, mis à part les commentaires, mais telle que je la connais, elle est forte et elle ne doit pas apporter d'importance à ça. Mais voilà, moi, je ne suis pas pour. Très Tu honnêtement. parlais de Jérémy, tu disais c'est ton premier. Oui, Jérémy, c'est ton premier copain. c'est mon premier Vous copain. n'êtes pas mariés On encore. n'est pas mariés encore. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 5 ans en août. Ah oui. Mm. Ah bah ça commence à faire. Ouais. Tu l'as rencontré comment, Jérémy? Jérémy, il m'a envoyé un message sur Instagram. Ouais. Donc moi, j'ai quitté Lyon pour venir m'installer à Nice parce que j'en avais marre de Lyon. Voilà, je voulais vraiment une nouvelle vie, finir ma transition à Nice. Et un jour, je reçois un message sur Instagram d'un compte, un garçon qui me dit on peut te croiser où sur Nice? Ok. Et moi, je lui ai répondu je suis incroisable. Oh, sympa. Voilà, donc de là, bah, on a parlé, discuté, Snapchat, tout ça. Donc on a parlé pendant un bon petit moment ensemble. Et lui, à l'époque, il travaillait dans le bâtiment, il était en déplacement. Donc il me disait, bah, quand je rentre, je viendrai te voir, machin et tout. Donc voilà, après il est rentré, on s'est vu pour la première fois. Et voilà, c'était... Coup de foudre. Ouais, bah moi j'ai vu ce grand métis arriver, j'ai dit, mais d'où il sort? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est une blague, pincez-moi. Et dans ma tête, je me suis dit, mais quand il va savoir que je suis trans, mais... Et t'avais pas fait ta transition? Alors, j'étais hormoné, ça faisait bien 2 ans, Ouais. mais par contre, j'étais pas opéré. D'accord. De rien. T'avais pas la vaginoplastie Et j'avais pas la poitrine non plus, j'avais D'accord. juste la poitrine des hormones, on va dire. qui avait poussé grâce aux Et hormones. j'avais rien fait au visage, donc des traits pour moi beaucoup plus durs et beaucoup plus masculins. Bon, lui, il me dit que non parce qu'il avait rien capté, mais moi, en tout cas, je m'aimais pas à cette époque. Il avait rien capté, lui? Pas tellement. Alors, il me dit maintenant qu'il avait des doutes, mais il pouvait pas se douter, non. Et Donc, au départ, tu lui as dit facilement? bah, je lui ai dit le premier soir. Ok. Voilà. Ouais. Il a On réagi a comment? discuté. Donc voilà, d'où je te disais que pour moi, je suis pas trop pour parce que malgré le fait que je l'ai trouvé hyper beau, hyper agréable et tout, bah, je me disais, tant pis, je veux lui dire la vérité, quitte à le perdre, mais je pouvais pas me lancer dans un truc et qu'il le sache pas, quoi. Pour moi, c'était inenvisageable. Il te répond quoi quand tu lui dis? Bah, il me dit, ah bon, mais c'est quoi? Bah, je lui dis, bah voilà, j'ai pas toujours été comme ça. Je suis né petit garçon, mais j'étais très malheureuse, donc j'ai entamé un long parcours qui n'est pas fini d'ailleurs parce que voilà, je vais faire des opérations. Et là, de suite, il me dit, mais là, t'as quoi dans la culotte? Je dis, bah justement, on va en venir. Donc je dis, bah oui, bah voilà, j'ai comme toi, voilà, ça peut te paraître... Puis je lui dis, franchement, dis-moi là à quoi tu penses, dis tout, voilà, on est franc. Qu'est-ce que ça te fait? Donc je pense que oui, il y a 10 000 questions qui sont passées entre sa tête. Mais en tout cas, j'ai jamais ressenti... il m'a pas repoussé, il n'a pas été dégoûté. Ça n'a pas empêché qu'il apprenne à te connaître, Ça a que les pas, sentiments non, bah surtout s'installent, que ça qu'il faisait tombe déjà amoureux? 2 semaines avant qu'on se parlait par message. Il était déjà piqué. Bah, peut-être, on va dire. Mais après, quand on s'est rencontrés, bah voilà, physiquement, ça a matché. Et puis c'est surtout que, voilà, on a appris à se connaître, on a parlé pendant des heures. Je me rappelle le premier soir qu'on s'est vu. Et non, ouais, ça a matché vraiment. Vous couchez ensemble rapidement? Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Bah non. Bah déjà, moi, je l'ai fait attendre très longtemps. Combien de temps? Bah, je crois qu'on n'a rien fait au moins pendant 3-4 mois. Et il pourrait en témoigner aussi, hein. Ah non, non, bah moi, je suis un peu en mode, oui, je vais voir s'il est sérieux vraiment, si c'est que pour ça. Ouais, ouais. Par contre, on s'installe le lendemain ensemble, hein. Ouais. Ah oui? Ouais, ouais. Bah, c'est simple, je l'ai rencontré le 23 août et le 24, je vivais chez lui. Après, parce que j'avais une situation compliquée à ce moment-là. À l'époque, voilà, quand j'étais venu habiter sur Nice, j'avais mes meilleurs amis qui habitaient sur Nice. Et donc, du coup, elles m'ont hébergé, sauf qu'il y en a une d'entre elles à la fin qui s'est désistée. Donc, je me suis retrouvé un peu dans une situation compliquée. Et en fin de compte, avec Jérémy, on s'est vraiment retrouvés. Lui avait une situation compliquée aussi, moi aussi. Et comme si la vie avait fait que 2 âmes perdues qui se sont, Pour s'élever que se ensemble. sont rencontrées exactement. Et donc, Ok. du coup, bah, moi, quand je l'ai rencontré le soir, je lui ai dit, écoute, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais voilà, là, je
Je suis un peu à la rue, quoi. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ça me gêne, on vient juste de se rencontrer. Il me dit non, pas de souci et tout. Du coup, je suis allé vivre chez lui 1 semaine et demie. Hein. Il avait son appart. Il avait son appartement, un petit studio. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis de chercher un autre appartement. Donc, j'ai trouvé mon studio au bout d'1 semaine et demie que j'étais chez lui. Sauf que j'ai trouvé mon studio et il a voulu me suivre. Il a rendu son appartement. Et voilà, et après, bah, la vie a continué, quoi. C'était parti. C'était parti. Et est-ce que tu avais des craintes au départ? Est-ce que tu appréhendais cette première Ah relation, bah oui, même intime? forcément. Parce Bah, que si tu t'es j'appréhende. aussi fait attendre, c'est peut-être parce que tu avais peur de ça. Exactement. Bah, déjà, j'appréhendais parce que bah, c'était mon premier copain. Moi, l'amour, je connaissais pas. En plus, voilà, j'avais un rapport avec l'amour vraiment très compliqué. Je connaissais pas, c'était l'inconnu. Je me dis, là, le mec, il est super beau, il vient s'intéresser à moi. Enfin, il y avait plein de choses qui tombaient sur moi et j'avais peur, en fait. Et au début, je lui avais même pensé, je me rappelle, je lui avais dit, écoute, je sais pas si vraiment on va continuer ensemble parce que j'ai pas envie de souffrir. Je sais pas vraiment dans quel état d'esprit t'es. En fait, au début, je doutais énormément de lui. T'étais vierge avant de le rencontrer? Oui, D'accord. j'étais vierge. Donc c'était une Enfin, première. j'étais vierge. Oui, j'étais vierge. Ouais, c'était une. Ouais, tu vivais plein de premières en fait. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, du coup, non, ouais, au début, je doutais énormément de lui parce que je comprenais pas, en fait. Le mec, il est super beau, il a une situation, euh, il pourrait avoir des enfants naturellement avec une femme. Qu'est-ce qu'il vient se faire chier à venir me parler à moi, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin, c'est ouf de dire ça, mais c'est vrai, faut pas. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Et lui, il veut des enfants? On en parle, mais déjà, il est très jeune. Hein. Bon, enfin, il est très jeune. J'ai 2 ans de plus que lui, mais pour un garçon, c'est très jeune, l'écart. Il a 24 ans, moi j'ai 26. Non, pour le moment, il se voit pas du tout être père. Mais il aimerait un Puis on jour. a d'autres projets. Je sais pas. Après, il s'entend bien avec les enfants, il aime bien, mais Et toi? moi, pas tellement, je pense pas. Avec la vie que j'ai eue et l'enfance que j'ai eue, je suis pas sûr que j'arriverai à. Non, je pense pas. Pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout ma priorité dans la vie. Et j'ai pas ce truc avec les enfants. J'aurais. Et c'est vrai qu'il t'a suivi pendant toutes les étapes de la transition. Complètement. Il t'a accompagné, il Dans t'a tout. soutenu, il était là pendant, après les convalescences. Mm. C'est fou, C'est fou. c'est beau. C'est fou. C'est fou parce que bah, ça m'a apporté un équilibre et une stabilité incroyable. Alors, s'il n'avait pas été là, bien évidemment que j'aurais fait ma transition et j'aurais fait exactement la même chose, mais le soutien n'aurait pas été pareil. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui parler, se sentir aimé, soutenir, surtout dans des périodes comme ça de notre vie, quoi. Il a une famille. Enfin, Il a une famille, Il a ouais. ses parents, etc. Il a ses parents, ses grands-parents. Il est de confession musulmane. Pas du tout. Ah, il n'est pas musulman? Tout le monde pense, mais non, Mais non. oui, c'est ce que tout le monde dit sur les réseaux. Oui, mais parce que les gens. Je vois beaucoup le commentaire Ouais. en mode oui, comment sa famille accepte alors que c'est une femme transgenre, etc. Non, il est d'origine guyanais-martiniquais. Ok, C'est un Antillais. d'accord. Mm. Et alors, ce que je trouve magnifique dans votre histoire, c'est que tu es. Alors, ce que je vais dire paraît très normal pour une situation dite entre guillemets normale pour notre société, mais et ça devrait pas être extraordinaire concernant les personnes transgenres. Et pourtant, sa famille t'a toujours accepté. Mm. Hein, je me trompe pas. Ouais, toujours. Ils ont toujours été là pour toi. Ils ont toujours accepté la situation. Tu t'attendais Je à me suis jamais. autant d'acceptation? Ah bah non, puis au début j'étais stressé. Et d'ailleurs, pour rebondir, ça me fait penser quand je te disais au début que j'avais des doutes sur lui, il me disait mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te montrer que, enfin voilà, c'est vraiment sérieux, je me fous pas de toi et tout. Et d'ailleurs je lui ai dit bah écoute, ça peut paraître énorme de te demander ça, mais j'aimerais bien que t'en parles à ta mère. Et là je me suis dit si vraiment il en parle à sa mère, c'est que je me dis, je m'en rappellerai toujours, il a appelé, il a mis l'haut-parleur. Et il lui a dit, voilà, ma copine que j'ai trouvée. Et je me rappelle, il ne trouvait pas ces mots. Il disait, bah voilà, elle est. Et sa mère, elle disait, mais quoi? Elle est quoi? Elle est malade? Elle est chauve? Et il disait, non, mais voilà, bah avant, c'était un garçon. Et sa mère l'a fait, ah, mais c'est ça. Et en fait, voilà, c'est passé comme une. Et lui, en fait, il avait peur. Lui aussi, il avait très peur au début. Parce qu'en fait, il avait peur que les gens le prennent pour un gay. D'accord. Et il voulait pas. Enfin voilà, moi, il me voit comme une femme. On a une vie de couple totalement normale, j'ai envie de dire.
Voilà, pour lui, il n'est pas du tout gay. Il n'a pas envie que les gens le prennent pour un gay parce que je suis né garçon, quoi. Pourquoi il n'est pas du tout gay? Parce que, alors, je te pose la question parce que Oui, c'est une affirmation il y a qui n'est beaucoup pas de gens, comprise par beaucoup de bien gens. sûr. Bah, il n'est pas gay parce qu'un gay, physiquement, je suis une femme. En plus de ça, j'ai changé de sexe. Bon, même s'il ne faut pas le sexe, le genre, c'est différent, d'accord. Mais en tout cas, euh, enfin, aux yeux de la société, je suis une femme. Physiquement, je suis une femme. J'ai des cheveux longs, j'ai une poitrine, j'ai un vagin. En On- quoi il est gay? Alors oui, c'est sûr, je suis né garçon. J'en ai conscience, je le cache pas. Mais je suis né garçon, c'était du passé. Il m'a pas connu avant. À l'heure d'aujourd'hui, en face de lui, il a une femme. Malgré que j'ai un passé masculin, ça peut pas faire de lui un gay. Bah, regarde, tiens, Sam, toi qui es gay, est-ce que tu pourrais sortir avec une femme transgenre, même pas opérée? Alors, je ne veux pas te vexer, Nina, mais tu ne m'attires pas. Bah voilà, Voilà. voilà. Parce qu'un gay est attiré par un homme. Alors oui, j'ai pu être un homme, mais physiquement, je ne suis plus un homme. Donc, un homme qui sort avec une femme trans ne peut pas être gay, c'est impossible. Et c'était risqué quand même de mettre le haut-parleur pour que sa mère Oui, puisse c'était réagir. risqué. Parce que imagine, elle avait Ouais. dit quelque chose de touchy Ouais, ouais. ou autre. C'était risqué. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, bon, bah Nina, bah ça y est. Pour toi, le bonheur, c'est maintenant, quoi. Hmm. Je voulais te parler de l'aspect du travail. Oui. Je voulais savoir si TikTok te permettait aujourd'hui de t'épanouir professionnellement parce que sur tes réseaux, je t'ai entendu parler de mauvaises expériences que tu as pu avoir dans le domaine du travail, notamment où un jour tu avais postulé pour travailler dans un restaurant. Mhm. Pardon, puis apparemment, le gérant se serait aperçu que tu étais transgenre et t'aurais caché à la plonge. Exactement. Tu vois, tu as eu des expériences comme ça. J'ai eu des expériences très traumatisantes. Et oui, j'ai eu ça. J'ai eu aussi, quand j'étais caissière, on m'avait convoqué pour me demander pourquoi j'avais une cicatrice sur mon front, qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi avant j'étais un homme, comme si en fait j'avais des comptes à rendre au sujet de ma vie privée. Tu les rendais ces comptes à ta hiérarchie? Ah bah oui, moi j'assumais, mais je leur rentrais bien dedans aussi parce qu'après c'était la guerre mondiale. Parce que C'est-à-dire? moi j'acceptais pas on traite pas les gens par rapport à ce qu'ils sont, ou la couleur de peau qu'ils ont, ou l'orientation sexuelle. Donc, Mais ça veut dire que tu pouvais pas rester dans l'établissement. bah si, parce que au début, elle a voulu mettre fin à ma période d'essai parce que, soi-disant, j'attisais la curiosité dans le magasin. Non, Ça, c'était le supermarché. Oui, non, mais il faut dire ça à quelqu'un d'autre, par contre. Non, c'est juste parce que j'étais trans et que, comme toutes les autres entreprises avant qui m'ont pas pris, ils voulaient pas prendre de risques vis-à-vis de la clientèle, parce que forcément, j'étais à la caisse. Donc, voilà, je tombe sur un transphobe à la caisse, ça peut être compliqué, quoi. Oui, mais ça va contre Ah bah oui, c'était la clairement loi de la contre le discrimination, travail. bah clairement. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai commencé à leur parler des textes de loi, me défendre, ah bah mon CDI, je l'ai vite signé, hein. Oui. Mm. Donc voilà. Et après, t'as pas été emmerdé? Non, franchement, non. Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai fait mes opérations. Franchement, depuis que j'ai fait mes opérations, ça serait mentir de dire que je suis tranquille. Alors, je peux pas dire que je me fonds dans la masse parce que je fais 1,80 m et je suis quand même un peu baraque, hein. Mais je vais faire plaisir à tous les haters. Oui, j'ai une carrure de rugbyman. Mais donc, je me fonds pas tellement dans la masse. Mais je veux dire, je pense quand même être très féminine et voilà quoi. Quel conseil tu donnerais aux entreprises qui recrutent et qui ont face à elles un CV ou une candidature ou une personne qui vient candidater en physique à un poste et c'est une personne transgenre? Parce que d'habitude, on dit quel conseil tu donnerais aux personnes qui font des transitions, etc. Moi, j'aimerais que tu donnes un conseil aux entreprises. Bah, le conseil, c'est de pas juger par rapport au prénom, au physique ou leur intention sexuelle ou peu importe ce que la personne peut être, mais de juger le travail tout simplement. L'embaucher, si la période d'essai se passe bien, l'embaucher en fait, être ouvert, ne pas penser à ce que pourrait penser la clientèle. Enfin, on est des êtres humains comme tout le monde, on a le droit de travailler, on a le droit d'exister, on a le droit de vivre. Donc voilà. Et n'ayez pas peur d'être pris pour des woks. Exactement. Merci Nina. C'est quoi tes projets? T'as envie de quoi dans un futur proche? Dans un futur proche, continuer à développer mes réseaux sociaux parce que ça me permet quand même de bien en vivre, hein, on ne va pas se cacher. À côté de ça, je travaille, j'ai choisi un métier de vocation parce que au moins mes réseaux sociaux, ça me permet de mettre de l'argent de côté. Quel métier? J'ai bien les pieds sur terre. Je suis agent mortuaire dans un funérarium. Agent mortuaire dans un funérarium? Oh, ça consiste en quoi? Ça consiste à veiller à la bonne organisation de toute la traversée du défunt, de son admission jusqu'à le jour des obsèques. Tu peux m'expliquer un peu plus en détail? Et en fait, je travaille dans un funérarium à l'accueil, donc c'est moi qui accueille les familles, c'est moi qui les conseille, les écoute, les guide.
c'est moi qui prends en charge les défunts, donc l'admission, c'est-à-dire c'est comme un hôtel, on va dire, hein. C'est-à-dire les pompes funèbres m'appellent, est-ce que je peux te faire rentrer un corps? Oui, je note. Dès qu'il arrive, je vérifie le bracelet, je le mets en case. Et après, à partir de là, il y a toute la traversée, c'est-à-dire s'il a un soin ou une toilette par un thanatopracteur, le thanatopracteur va venir, je vais noter dans la fiche. C'est vraiment un boulot Global. il y a beaucoup d'organisation, d'administratif, prise en charge des familles. J'ai le rapport avec les familles, le contact avec les familles que j'adore. Pour moi, c'est vraiment un métier qui donne du sens et je me sens très utile dans ma vie. Et voilà, j'aime beaucoup ce métier. C'était vraiment un métier de vocation. Ah oui. Ça m'est venu comme ça. Mais ça veut dire que tu es en lien régulièrement avec des défunts. Ah bah oui, les deux, défunts et les familles. Tu les... Je fais les retouches maquillage parce qu'ils savent que je suis maquilleuse pro. Donc maintenant, Et donc, en fait, tu apprends à connaître le défunt au travers de la famille. exactement. Et en plus, des fois, il y en a qui sont exposés en salon, parce que un funérarium, c'est ça, hein, c'est venir se recueillir auprès de son défunt dans les salons. Il y en a qui sont exposés jusqu'au jour des obsèques. Donc du coup, oui, bien sûr, je fais des retouches maquillage. T'as pas peur? Non, je me sens plus en sécurité avec les défunts qu'avec les vivants, ça c'est sûr. Eux, au moins, ils peuvent pas me faire de mal. Tu leur parles? Ça m'arrive des fois. Mais c'est un métier extraordinaire, vraiment. Et ça colle parfaitement avec ma personnalité, la personne bienveillante que je suis, avec mon empathie. Tu sens que l'âme du défunt n'est plus là ou alors elle est encore animée par une énergie non perceptible? Qu'est-ce que tu ressens en étant au contact si proche de défunts? Je me sens privilégié vis-à-vis de la famille parce que on rentre vraiment dans leur intimité. Il y a quelque chose de vachement privilégié à travailler dans ça. Mais vis-à-vis du défunt, ouais, c'est aussi, je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose de fort, mais après, non, tout ce qui est l'âme et tout, pour moi, je pense que quand on meurt, on meurt, hein. Pour moi, il n'y a pas d'après. Après, c'est mes croyances personnelles, mais... Mais ça te ramène aussi à ta propre future mort? Et oui, et alors en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que j'ai très peur de la mort. Donc ça, c'est très marrant, je travaille tous les jours avec. Mais oui, c'est quelque chose qui me terrifie, mais... De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, je m'attendais pas à ça. Nina, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte TikTok, c'est Nina-story. Story. Ton compte Instagram, c'est Nina-makeup-art. Exactement. On est OK? On est OK. Bon, merci pour cette générosité pendant Merci toute à cette toi. interview, en toute intimité. Merci à vous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec des déclarations, avec des pensées, c'est notre liberté d'expression. Donc s'il vous plaît, acceptez cette liberté d'expression. Et vous pouvez bien sûr, parce que c'est aussi votre liberté d'expression, commenter, mais à partir de l'instant où c'est quand même mesuré. Voilà, Exactement. ne tombons pas dans du harcèlement, ne tombons pas dans de l'injure, ne tombons pas dans des problèmes pénaux. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.